Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite du cours des fractures de l'enfant. Donc, c'est la deuxième partie. Là, on va entamer les traitements avec les inconvénients, les avantages de chaque traitement avec les complications et les évolutions. Les liens de tous les supports sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, le traitement. Là, chez l'enfant, c'est un traitement non invasif. Le traitement doit respecter le foyer de fracture. On a le traitement d'attente, traitement définitif. En général, le reçu en urgence et on a les stades selon la hiérarchisation des lésions. Commençons premièrement par les généralités thérapeutiques. Donc, le but du traitement, bien sûr, c'est d'assurer la meilleure réduction et le meilleur contention avec un minimum d'agression chirurgicale. Il faut respecter les structures propres de l'enfant. C'est le périoste et le cartilage de croissance. Faites attention à ces deux structures-là. Ce sont primordiales pour préserver une croissance physiologique chez les os de l'enfant. Donc, on dispose de deux modalités de traitement. On a un traitement orthopédique et un traitement chirurgical. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Premièrement, le traitement orthopédique, donc comme avantage, il est facile, il est rapide, donc il n'y a pas un enraidissement articulaire, il n'y a pas de cicatrice chez l'enfant. Donc les inconvénients, c'est l'immobilisation qui est longue. Parfois c'est difficile chez les enfants, ils ont une mauvaise observance. Parfois c'est le risque, là, l'inconvénient le plus répandu, c'est le risque de déplacement secondaire. Donc ces enfants-là sont tourbillons, sont pas des adultes, ils ont une mauvaise observance à l'immobilisation. Ils vont subir souvent des déplacements secondaires suite à traitement orthopédique. Et bien sûr, le risque des complications sous le plâtre, c'est le fameux syndrome de Volkmann qu'on va aborder dans les plaques suivantes. Donc faites attention à un enfant, il ne faut pas mettre du plâtre qui est serré. C'est le fameux syndrome de Volkmann, malheureusement, qui va être irréversible si n'est pas pris en charge précocement. Donc, premièrement, le traitement orthopédique, on veut le favoriser à chaque fois que l'on peut. Donc, c'est facile, rapide, il n'y a pas d'enraidissement articulaire comme l'adulte et il n'y a pas de cicatrice concernant le côté esthétique chez ces enfants-là, surtout les filles. Traitement chirurgical. Donc, ces avantages, on va avoir une réduction qui est anatomique, une fixation stable et solide. Surtout cette fixation-là, comme nous avons dit, ça, ce sont des enfants. Les enfants tendent à se bouger, se mobiliser. Ils ne respectent pas l'immobilisation. Une mauvaise observance au tel plâtré. Et bien sûr, on va diminuer la durée d'immobilisation chez ces enfants-là. Mais comme inconvénient, malheureusement, donc c'est le risque iatrogène propre à toute chirurgie, les cicatrices, surtout chez le sexe féminin, l'ablation de matériel qui doit être nécessaire, un danger pour la proximité de l'épiphyse. Parfois, le traitement chirurgical il est responsable de formation de épiphysiodèse. Je vous invite à consulter la première partie de ce cours. On a abordé les épiphysiodèses concernant les lésions. C'était le cinquième stade concernant la classification de Salter et Harris. Et bien sûr, c'est l'évacuation de l'hématome périfracturaire. C'est mauvais pour la consolidation. Un hématome est nécessaire pour une bonne consolidation. Donc, ces deux modalités de traitement orthopédique et chirurgical sont à choisir concernant le cas selon le choix de médecin traitant. Maintenant, on va aborder l'évolution du cal. Donc, là, heureusement, on a le phénomène de remodelage qu'on a déjà parlé. Et ça,
va rendre l'enfant avec une évolution du cal qui est heureusement favorable. Donc le cal se remodèle et il s'adapte dès qu'il est soumis aux contraintes de l'appui. Donc, sauf, comme on l'avait dit, sauf la rotation ou bien le décalage qui est mal toléré par le phénomène de remodelage. Donc, les petits défauts angulaires, ils vont se corriger. Donc, vous voyez là, c'est toujours le huitième jour. Et ça, c'est une angulation, comme vous voyez. L'angulation a été, l'évolution de cette angulation a été favorable, comme vous voyez là, avec une correction avec le temps. Donc, sauf, comme nous avons dit, sauf la rotation, il n'y a pas de remodelage spontanément dans ces lésions-là. Donc, c'est la réduction de tout moyen possible dans ces cas-là afin de permettre une croissance physiologique chez ces enfants. Donc, en résumé, croissance veut dire remodelage, veut dire les fractures sont bien tolérées, heureusement. Donc, ça, c'est parmi les particularités chez les enfants. Et la croissance et le remodelage qui est très favorable concernant l'évolution des fractures. Sauf les rotations et le décalage, bien sûr. Donc, comme principe généraux, donc dans la période initiale, donc il faut calmer premièrement la douleur, c'est la conduite thérapeutique. Premièrement, il faut calmer la douleur. Ces enfants-là mal tolèrent la douleur. Donc, immobiliser provisoirement par une attelle plastique ou bien gonflable. Et troisièmement, c'est la réalisation d'un bilan clinique complet et radiologique qui doit permettre de juger si une simple immobilisation peut suffire ou s'il faut au contraire envisager une réduction. Donc, ce sont les cas à discuter concernant le type de fracture, le trait, le siège. Tout ça est à juger par un bilan qui est clinique et radiologique complet pour planifier une conduite thérapeutique adéquate. Donc, la présence des lésions viscérales ou crâniennes, ça, ce sont des urgences, faites attention, qui sont associées à ces fractures-là. Ils sont toujours passés en deuxième plan, le traitement des fractures des membres. Donc, toujours la présence des lésions viscérales et crâniennes sont les priorités. Et les traitements des fractures, ils vont passer dans ces cas-là en deuxième intention ou bien en deuxième priorité. Bien sûr, toute plaie sera débrayée et parée, bien débridée et parée. Le traitement antibiotique préventif, il est systémique et même, faites attention, c'est la prévention de tétanos selon l'état vaccinal du patient. Donc tout ça sont des mesures prophylactiques de la période initiale avant d'entamer le traitement. Deuxièmement, la deuxième période, c'est le choix du traitement qui sera facile après que tous les arguments cliniques et radiologiques sont mis à table et que les urgences vitales sont éliminées ou bien sont pris en charge. Donc le principe, c'est facile. C'est planifier en période initiale et choisir le traitement en deuxième période. Dans, en cas d'urgence, les indications là, on a deux traitements. On a un traitement d'attente pour les lésions qui peuvent attendre, qui ne sont pas des urgences, et le traitement curatif qui est définitif concernant les urgences. Donc, ça, c'est de la priorité. On a des lésions qui peuvent subir un traitement d'attente ou bien des lésions qui sont des urgences. Là, le traitement curatif doit s'installer de façon définitive. Ça, c'est en fonction de déplacement et de la stabilité. Donc, en fonction de traitement, en fonction de déplacement et de la stabilité, là, le traitement, il est curatif. Soit par réduction, plus une stabilisation et immobilisation. Et si il n'y a pas de déplacement qui est remarquable, une simple stabilisation et immobilisation est suffisante en cas, par exemple, de fractures qui sont engrenées, bien non déplacées, sauf comme on avait dit, une petite angulation. Ça, c'est très toléré par le phénomène de remodelage. Là, une simple stabilisation et immobilisation est suffisante pour
corrigé ou bien comme traitement orthopédique. Donc la réduction, elle est réservée dans les cas où il y a un déplacement ou un décalage ou bien une déformation qui est mal tolérée par le phénomène de remodelage. Donc ça, c'est facile, ça, c'est clair. Maintenant, la stabilisation, comme nous avons dit, parmi les particularités de l'os de l'enfant, c'était le périoste. Donc, ça, on a déjà parlé dans la première partie. Le périoste, il est plus épais, plus solide, il sert comme une attelle naturelle là. Donc, comme stabilisation, selon le cas, parfois le périoste lui-même, il va devenir une attelle naturelle, bien une stabilisation. Donc, le périoste, tellement qu'il est épais chez l'enfant, dans des cas de fracture, il sert comme une attelle naturelle. Mais parfois, dans des cas, selon le type de fracture, le siège là, on a le recours à l'ostéosynthèse des broches qui vont servir de fixer. Donc c'est selon le cas. Parfois, on a le recours au périoste lui-même, c'est l'attelle naturelle, l'immobilisation naturelle. Et, et dans des cas où les fractures, comme nous avons vu, où l'intervention chirurgicale doit être installée, c'est de l'ostéosynthèse utilisant des broches. Passons maintenant aux complications. On a des complications qui sont immédiates et des complications qui sont secondaires. Premièrement, comme complications immédiates, donc, comme l'adulte, il s'agit des ouvertures du foyer, les complications vasculaires, les complications nerveuses. Donc, ce sont les fractures qui sont communes chez l'adulte et chez l'enfant. C'est les mêmes terrains de complications qu'on peut les trouver. Mais cependant, il faut savoir que l'enfant se défend mieux, faites attention, notez ça bien, contre les infections et qu'il récupère plus facilement d'une lésion nerveuse. Donc, le patient, il est en croissance. Donc, les lésions nerveuses sont récupérables de façon plus facile que l'adulte et le système immunitaire chez l'enfant, il est plus renforcé plus qu'un adulte. Donc, concernant les complications immédiates, heureusement, l'enfant, il a des mécanismes de compensation, il a de l'immunité qui est activée et une résistance contre les infections et la récupération doit être facile en face d'une lésion qui est nerveuse. Mais par contre, dans les complications secondaires, donc là, c'est le syndrome de Loge, syndrome de Volkmann, le fameux syndrome de Volkmann qui est là. On va le détailler prochainement dans un cours spécifique. Donc, c'est une forme séculaire. Ça, c'est le syndrome de Volkmann. C'est une complication redoutable. Faites attention toujours par des séquelles où le plâtre est très serré. Donc, le diagnostic, il repose sur du signe clinique. Donc, ces signes cliniques, ça, c'est la phase réversible devant une douleur, engourdissement, hypoesthésie. Avec conservation du pouls, là, il faut enlever. Bien là, il faut éliminer l'attelle ou bien supprimer l'attelle plâtrée avant que les lésions là vont être irréversibles. Donc, si vous voyez cet aspect-là de la main, malheureusement, là, c'est le stade irréversible. On peut faire une aponevrectomie lobaire pour éviter les séquelles vasculaires, mais les lésions là, musculaires, ils sont irréversibles malheureusement aussi dans le stade irréversible. Faites attention au syndrome de Volkmann. Devant les signes irréversibles, il faut intervenir le plus précocement possible. Deuxièmement, pseudarthrose, heureusement, ils sont très exceptionnels chez l'enfant. Il ne s'agit souvent que de simples retards de consolidation. Pourquoi? C'est le périoste. N'oublie pas le rôle de périoste. Donc, il suffit de comme traitement par une immobilisation un peu plus longue pour avoir une consolidation dans ces cas-là. Donc, la pseudarthrose, presque, elle n'est observée jamais chez l'enfant, heureusement. Les calvicieux, on a parlé de ça. Donc, ils obéissent aux règles de remodelage. Il faut connaître. Sauf que, je répète, c'est la rotation et le décalage
Là, il faut une réduction, sinon ça va être une évolution défavorable. Infection sur matériel d'ostéosynthèse. Il est rare et il est souvent de bon pronostic car l'ablation de la broche et une antibiothérapie sont souvent suffisantes pour obtenir la guérison. Comme on avait dit, le- l'enfant défend mieux concernant les infections par rapport à un adulte. Dernièrement, le syndrome algodystrophique. Il est exceptionnel chez l'enfant. On le rencontre surtout chez l'adolescent. Le traitement est le même que chez l'adulte concernant ce syndrome algodystrophique devant ces deux faces. Donc, comme complication, il faut juste craindre le syndrome de Volkmann. Les autres complications, heureusement, sont bien tolérées par l'enfant là. Ah, grâce au périos, grâce au système immunitaire, presque on n'a rien, jamais de complications, sauf si la telle est de mauvaise qualité ou le syndrome de Loge, syndrome de Volkmann peut s'installer. Comme complications à distance, les nécroses sont exceptionnelles et concernent surtout la tête fémorale après fracture du col, la tête radiale et le condyle externe du coude, mais sont très très exceptionnelles, sauf dans des lésions qui sont mutilantes et graves. Là, on peut avoir un raccourcissement et les désaxations par atteinte du cartilage de croissance. Ça, c'est le malheur. Donc, comme on avait dit dans la classification de Salter et Harris, tant que le cartilage de croissance il est pas atteint, il est intact, il n'y a pas de retentissement concernant l'évolution ou bien la croissance du membre. Mais malheureusement, s'il y a une atteinte du cartilage de croissance qui est maltraité, ou bien difficile à récupérer, vous voyez là, c'est l'asymétrie des membres. Vous voyez, c'est un problème, une angulation, c'est qui est dû à l'épiphysiodèse qu'on a parlé déjà dans la première partie. Et vous voyez là, c'est les raccourcissements et la désaxation et l'angulation, malheureusement. Les raideurs articulaires, ils sont rares et généralement, ils sont dus, c'est pas à l'immobilisation, mais ils sont dus aux fractures qui sont articulaires. Donc, vous voyez que les complications, ils sont juste à redouter en cas de fractures qui sont graves, qui sont, ou bien une atteinte du cartilage de croissance. Vous devez noter ça. Presque on n'a pas de nécrose, ni de pseudarthrose, ni d'écale vicieux, sauf en cas de décalage. Et bien sûr, c'était le syndrome de Volkmann qu'il faut craindre le plus fortement. Comme dernière plaque, des particularités de l'enfant. Donc, il n'y a pas de complications thromboemboliques. Donc, il n'y a pas de prévention thromboembolique systématique. Notez ça bien. Il y a peu de raideurs d'immobilisation. Donc, ils sont beaucoup moins ressentis pour utiliser une immobilisation plâtrée. Donc, il est possible d'immobiliser par une articulation dans une position non physiologique et cela permet d'obtenir la stabilisation du foie. La réduction doit rester très exceptionnelle. Comme on avait dit, l'évolution des fractures chez l'enfant, si le cartilage de croissance n'est pas atteint, est favorable. Les séquelles sont souvent de révélation tardive, donc il faut en prévenir les parents et émettre des réserves en expertise. Donc faites attention aux séquelles qui sont à révélation tardive, il faut le suivi pour éviter de tomber dans ces séquelles-là qui sont tardives. Et comme quatrième particularité, heureusement, c'est le remodelage. Donc l'enfant jeune, lorsqu'on dit un enfant jeune, on dit un remodelage, il va corriger les angulations et les déformations, sauf à rotation ou bien une, un déplacement qui a une composante rotatoire, par exemple, c'était le calvitieux. Donc ça, c'était un petit récapitulatif concernant les particularités chez les fractures de l'enfant. Donc, ils sont, autant que le cartilage de croissance n'est pas atteint,
l'évolution elle est favorable, surtout avec une fixation ou bien immobilisation latérale par le périoste. Donc c'est les terrains de bénignité. Ces fractures-là sont rarement des évolutions défavorables. Dernièrement, comme complication, ou bien comme conclusion, la traumatologie de l'enfant est un domaine à part, car l'enfant, c'est pas un homme ou bien un adulte en croissance, c'est une structure singulière. Il faut toujours savoir dans l'esprit la présence d'un cartilage de croissance. Faites attention à cartilage de croissance qui doit être intact, sans atteinte par le traumatisme ou bien sa présence à distance en cas de dislocation ou bien de séparation du cartilage de croissance. Faites attention à ces notions-là, le décollement du cartilage de croissance. Deuxièmement, le comportement post-traumatique de ce cartilage est toujours imprévisible, donc le suivi, avec des surprises agréables, avec un bon modelage osseux ou bien remodelage osseux, ou parfois ce sont désagréables, avec des résultats parfois dramatiques, comme vous avez vu, la symétrie, l'angulation, la désaxation des membres qui sont très mutilantes pour ces enfants. Là. Donc ça, c'était la fin de la deuxième partie. C'était un cours facile. Faites attention aux critères. On a déjà parlé dans la première partie. Faites attention aux classifications de Salter et Harris devant les cas où le cartilage de croissance est atteint. Donc c'est la réduction qui doit être précoce. Faites attention. C'est l'intégrité. Parfois même, on a l'épiphysiodèse ou bien l'ablation de cette épiphysiodèse pour corriger la croissance de façon symétrique. Et bien sûr, l'évolution, elle est toujours favorable avec le phénomène de remodelage, heureusement que ces enfants-là subissent. Donc, j'espère que les deux vidéos étaient bénéfiques. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres cours. Je vous invite à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Merci pour votre attention, mes chers confrères, et à la prochaine.